Nouveau quinquennat, nouveau ancien Premier ministre, et puis il y a cette exigence de notre démocratie, la déclaration de politique générale. Le Premier ministre Christophe Dabiré vient donc de livrer cette déclaration au Parlement burkinabé. L'heure est à la phase des questions. Ce soir, nous en parlons, le décryptage de cette déclaration du Premier ministre. C'est beaucoup plus un regard dans le viseur et non dans le rétroviseur. Sur ce plateau, mes consultants, Idriss Ouedraogo, expert en communication. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous également, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et déjà, dans la forme de ce discours-là, il y a eu beaucoup de changements, il faut le dire. C'est beaucoup plus succinct et clair, il faut le dire. Presque 1 heure. De par le passé, on avait affaire justement à des déclarations beaucoup plus longues. À un moment donné, ça ennuie quand même. Tout à fait, c'était laborieux. Je pense que les différentes critiques ont été prises en compte. En fait, quand on sait le processus déjà d'un programme de société qui a été élu en quelque sorte, d'une nomination avec l'acceptation d'un Premier ministre à suivre cette politique-là, et des mouvements qu'il y a entre le gouvernement et l'Assemblée en guise de préparation, on s'étonnait effectivement qu'il y ait beaucoup de débats, et à la limite même des cafouillages auparavant. Je pense que cette fois-ci, l'exercice est réussi. Il peut être amélioré, mais il est déjà réussi. Et c'est tant mieux pour notre démocratie. Mais surtout, on formalise, on trouve une étiquette en quelque sorte pour nos affaires publiques. Et je pense que c'est à notre honneur et c'est à l'honneur du gouvernement d'avoir su organiser ainsi. C'est on le voit justement, tout allait un peu plus vite cette fois-ci. On espère que la phase des questions-réponses ne va pas prendre encore plus de temps. Le souci serait peut-être maintenant à ce niveau. Sinon, pour la déclaration, les choses sont allées très vite. Il y avait beaucoup plus de précision dans les différents paragraphes, les différents secteurs. Oui, comme on l'a déjà exprimé, en fait, le discours de politique générale n'a pas besoin de faire une littérature sur l'action gouvernementale, pour la simple raison que ce n'est qu'un condensé des orientations que l'exécutif, la tête de l'exécutif veut donner à l'action qui va se dérouler. Et cette orientation, on l'a vu déjà dans le projet de société présenté par le chef de l'État. Et là, on se rend compte qu'ils se sont conformés au modèle courant actuel, qui est celui des documents synthétiques et non pas les grands discours fleuves à la Fidel Castro, etc. Ensuite, il se trouve que le discours de politique générale est un document purement politique, comme son nom l'indique, parce qu'il ne fait pas de la planification. Il donne les grandes orientations et d'autres outils vont venir donner cette planification, notamment ce qui tiendra lieu de PNDS. Ce sont là les documents qui vont démontrer quelle est la quantification, la programmation dans le temps, les ressources qui vont être allouées, les partenariats qui vont être noués, etc. etc. Donc, cet exercice-là, il est purement politique. Donc, il s'agit juste de décliner les grandes orientations et permettre à ceux qui ont des commentaires à faire, notamment à l'opposition politique, de commencer son travail d'évaluation de l'action gouvernementale et de critique éventuellement, en revenant sur telle ou telle orientation qu'ils auraient pu ajuster autrement. En tout cas, pour la forme, ça va pour l'instant. Sur le fond, justement, le PM l'a dit, c'est une feuille de route donc, qui a été livrée aujourd'hui. Ça va dans les axes de la consolidation de la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la promotion de la réconciliation nationale, l'approfondissement de la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique et bien d'autres points marquants, notamment la poursuite de la transformation des bases productives de l'économie nationale et le renforcement du processus de développement humain et de la solidarité. Voici donc pour les grands axes de cette feuille de route
du gouvernement d'Abiré II. Commençons donc par cette question qui est une priorité pour le quinquennat du président du Faso, c'est bien sûr la question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Elle a été évoquée au cours de cette déclaration de politique générale. On écoute le Premier ministre. La consolidation de la paix, de la sécurité des personnes et des biens, de la cohésion sociale ainsi que la promotion de la réconciliation nationale constitue le premier axe de ma feuille de route, car l'évolution du contexte de notre pays l'exige. Dans le souci de poursuivre la construction et la préservation de la sécurité et de la paix durement éprouvées par le phénomène du terrorisme, nous conduirons les actions majeures suivantes. La consolidation des acquis engrangés grâce à l'opérationnalisation de la loi de programmation militaire 2018-2022. L'amélioration de la contribution des volontaires pour la défense de la patrie à travers un meilleur encadrement. La poursuite de la coopération sous-régionale et internationale dans le cadre du G5 Sahel. Le renforcement des capacités d'intervention des forces de sécurité intérieure en vue de contrer le développement de la criminalité transfrontalière, du grand banditisme et de la criminalité rampante dans nos villes et nos campagnes. La restauration du climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles par l'intensification d'actions civilo-militaires pour renforcer les liens armée-nation. En outre, l'adoption prochaine par le gouvernement de la politique et de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que l'accélération de l'élaboration des stratégies sectorielles qui en découlent, favoriseront le déploiement d'une réponse holistique dans la prise en charge des défis sécuritaires. Ces actions s'inscrivent. Et voilà, donc consolider les acquis engrangés grâce à l'opérationnalisation de la loi de programmation militaire 2018-2022. Nous parlons d'un élément de la réconciliation et de la cohésion sociale. C'est bien sûr la paix et la stabilité, l'amélioration de la contribution des volontaires pour la défense de la patrie à travers un meilleur encadrement, la poursuite de la coopération sous-régionale, comme il a dit, dans le cadre du G5 Sahel, le renforcement des capacités d'intervention des FDS en vue de contrer le développement de la criminalité transfrontalière et puis la restauration du climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles par l'intensification des actions civilo-militaires pour renforcer les liens armée-nation. Et il parle surtout, Idriss Ouedraogo, justement d'une politique et de la stratégie de sécurité nationale qui sera adoptée très prochainement, ainsi que l'accélération de l'élaboration des stratégies sectorielles qui en découlent, pour favoriser justement le déploiement d'une réponse holistique dans la prise en charge des défis sécuritaires. Oui. Oui. Je pense que, de mon point de vue, c'est l'acte majeur en termes de consolidation, de recherche de la paix, de consolidation, d'érection même d'un État. Kizerbo signalait que le problème majeur de nos pays, c'est la question de l'État, qui n'est pas assez résolue, ou à la limite, qui n'a pas un chemin assez clair pour son érection. Ce document élaboré il y a 1 ou 2 ans attend d'être adopté et on doit en tirer des politiques sectorielles. Je voudrais dire, pour avoir parcouru ce document-là, qui me semble le plus important acte que les Burkinabés ont élaboré, qui fait l'objet d'un consensus, qui est en fait une vision endogène de ce que nous voulons faire du Burkina Faso, parce qu'il précise nos points de stratégie, les points qu'il faut sécuriser pour que l'État existe. Je pense que c'est une urgence. Maintenant, peut-être ce qu'il faut dire là-dessus, je doute que tout doive se mettre par écrit dans le cadre de ce qui constitue les racines de notre nation. Je pense que dans la mise en œuvre, les stratégies vont pouvoir garder discret ce qui doit être caché et mettre en œuvre l'essentiel de ce qu'il y a comme politique. Donc je pense que c'est un point majeur qu'il décide de l'adopter en ce mandat. Oui. Cheikh Koulibaly.
la question justement de la paix et de la stabilité, c'est l'un des préalables à tout développement. Et il le dit là clairement, cette politique, cette stratégie de sécurité nationale à adopter très prochainement. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est un travail qui était en cours, effectivement, depuis un certain nombre d'années, une ou 2 années, et qui gagnerait effectivement à être adopté, mais surtout à être mis en cohérence avec les autres outils qui existent déjà sur le terrain, en particulier la loi de programmation militaire, qui, elle, est déjà adoptée et est en cours de mise en œuvre. Donc il faut arriver, parce que la loi de programmation militaire... On aurait pu commencer par là, par la stratégie, la politique. Elle est déjà en place et elle contient jusqu'à la planification des actions. Donc il ne faudrait pas que la stratégie de sécurité vienne encore proposer des nouvelles ou modifier ce qui est déjà adopté par la loi de programmation. Donc, j'espère que ce travail d'ajustement a déjà été réalisé. Si la stratégie n'est pas encore adoptée, certainement que c'était à cause donc, de cette mise en cohérence entre la loi de programmation militaire. Mais au-delà, il y a que toutes les autres dimensions de l'action gouvernementale doivent s'adapter à cette dimension sécuritaire-là. Et ça, c'est un travail, effectivement, qui doit être fait, peut-être par une rencontre au niveau gouvernemental qui permet donc d'ajuster les différentes actions pour pouvoir avoir de la cohérence à ce niveau-là. Et qu'on n'ait pas des documents qui se tournent le dos, parce que généralement, ça arrive beaucoup dans le cadre de nos actions au niveau de nos pays. Donc, éviter cela, parce qu'ici, il y a une cacophonie dans la stratégie, c'est sûr que l'action sur le terrain ne va pas atteindre ces objectifs. C'est vrai que c'est des objectifs ambitieux mais réalistes. On le voit clairement. Le Premier ministre tient compte des chocs et des risques, notamment la question sécuritaire, la question sanitaire dans cette planification des questions de développement. Il a salué au passage justement le travail des volontaires pour la défense de la patrie et il promet justement une amélioration de leur contribution justement à travers un meilleur encadrement. Ça, c'est une nécessité. Oui, absolument. Absolument. À la limite, on aurait dû prévoir ces choses-là auparavant. Comme je dis, pour moi, c'est un acte majeur que ce document stratégique-là, il est conceptuel. Et c'est à l'intérieur, en principe. À la vérité, quand vous le parcourez, il n'est pas militaire pour autant. Il définit ce qu'on veut du Burkina Faso. Il définit ce qui permet de vivre Burkina et il définit comment survivre en tant que nation et État souverain. Donc il est moins militaire et moi je pense qu'il est beaucoup plus politique du reste. C'est pour la première fois où les Burkinabés fixent le cap et disent voici ce que c'est que le projet Burkina. Auparavant c'était la colonisation. Auparavant, c'était d'autres groupes ethniques qui avaient eu des ambitions sur cet espace-là. Aujourd'hui, en tant que nation moderne, quelque chose est dessiné. Et que les volontaires sortent de cela, et même qu'il y a eu récemment une loi sur le service militaire là, tout ça, en fait, ressort de cette vision qui est même un peu plus précise. Elle ne souffre pas de théorie de certains politiques ou de certains intellectuels qui auraient la liberté de dire ce que doit, ce que ne doit pas. Pour une fois, pour notre histoire, on sait à quoi se référer, quels sont les secteurs qui ne sont pas négociables, quelles sont les attitudes même qui nous permettent de vivre burkinabé et d'éviter de se mettre en péril. Donc oui, que ce soit avec les volontaires, mais pour moi, c'est bien d'autres. Parce que ce document va au-delà des volontaires, implique chaque Burkinabé, chaque citoyen sur les actes, sur les visions qu'il doit avoir pour l'érection d'une nation. En tout cas, paix, stabilité, ça rime forcément avec cohésion sociale et réconciliation nationale. C'est l'axe 1, justement, de cette déclaration de politique générale. On écoute le Premier ministre sur le sujet. Pour ce qui concerne la réconciliation nationale, elle constitue un enjeu majeur pour mon gouvernement. C'est l'ampleur de ce défi qui a commandé la nomination d'un ministre d'État, ministre auprès du président du Faso qui en a la charge. Une des actions phares pour relever ce défi
est de réussir l'organisation du Forum de réconciliation nationale annoncé par le président du Faso, en s'appuyant sur les résultats fort appréciables déjà engrangés par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Il s'agit de convoquer toutes les forces vives de la nation pour poser les jalons d'un nouveau départ pour notre pays en matière de consolidation d'un état de droit et de démocratie qui garantit les libertés de chacun et la paix pour toute la communauté. En outre, le gouvernement va parachever l'élaboration de la stratégie nationale pour la promotion de la cohésion sociale pour servir de référentiel en la matière et organiser dans ce cadre une journée symbolique dédiée au vivre ensemble. Il s'investira dans la lutte permanente contre toutes les formes de stigmatisation et le repli identitaire qui sont source de division dans notre société. Monsieur le Président, honorables députés, les bases du nouveau pacte social et républicain qui seront créées à l'occasion du Forum national sur la réconciliation nationale devront être consolidées par un dialogue politique et social fécond. Et voilà donc pour cette question de réconciliation et de cohésion sociale. Siaka Coulibaly, c'est un axe prioritaire pour le gouvernement, justement, pour ce quinquennat du président Roch Marc Christian Kaboré. Et là, on se demandait justement, avec la création la nomination d'un ministre d'État auprès du président du Faso en charge de la question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, on s'interrogeait sur ce qu'on allait mettre dans le contenu, mais à travers justement cette déclaration, on voit clairement certaines activités qui se dessinent. Oui. Là, on a les mécanismes qui vont être utilisés pour atteindre l'objectif de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Donc, ils sont clairement définis. Il s'agit d'aboutir à la fin du parcours à un pacte républicain et social. Et cela va passer par la convocation d'un forum qui va tenir lieu de siège d'un dialogue politique et social. Pour ma part, ce n'est qu'une porte ouverte qui est enfoncée parce que moi, j'ai souvent promené que la conférence sociale et politique se tienne depuis au moins 2015. Donc, pour moi, cela va en droite ligne de ce que j'ai toujours pensé. Et c'est fort heureux que le gouvernement, aujourd'hui, arrive à adopter ses actions, ses orientations dans le cadre donc, de son action. Ceci dit, les outils ayant été déclinés, il a lui-même dit qu'il reste à élaborer une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale qui va donc donner la substance de ce pacte qui est recherché et surtout le processus et la méthode qui vont être développés pour pouvoir aboutir à un pacte républicain et social qui ne soit pas un simple document qui serait adopté à la va-vite, réunissant quelques acteurs proéminents en oubliant des acteurs essentiels. Parce qu'en matière de consolidation de la paix, les acteurs communautaires sont très importants et il ne faut négliger aucun acteur. Et ces éléments-là, on va les observer en cours donc d'élaboration de la stratégie, parce que comme vous l'avez vu, le ministre d'État qui a été nommé n'a pas attendu la finition de cette stratégie, il a déjà donné le ton, il rencontre des acteurs déjà, donc c'est pour dire que la stratégie, en même temps qu'elle se conçoit, elle se met en œuvre, et ce sont les éléments tirés de la pratique du terrain qui serviront à bâtir justement, voilà, qui servent à élaborer cette stratégie-là. Et c'est un élément important parce que le pré-dialogue est extrêmement vital pour la réussite de cette réconciliation, parce que dès là, on verra quels sont ceux qui ont été intégrés dans le processus, quels sont ceux qui ont été élaborés. Est-ce que les pathologies des coexistences qui ont miné donc le vivre ensemble dans le pays continuent à influencer ces processus? On le verra. Donc s'il réussit déjà à dompter ces pathologies qui empêchent qu'on ne fasse intervenir certains acteurs, qu'on ne stigmatise encore d'autres, etc., etc., on verra si le processus est porteur d'espoir ou pas. Voilà. Idriss, le schéma est visiblement
bien tracé, hein. Un forum national sur la réconciliation nationale qui va être consolidé par un dialogue politique, social et fécond. Il dit qu'il s'agira de convoquer toutes les forces vives justement de la nation pour poser les jalons justement de ce nouveau départ à travers ce forum. Le forum va aboutir à l'adoption d'une stratégie nationale pour la promotion de la cohésion sociale, et cette stratégie qui va servir donc de référentiel à la matière. Et puis à la fin, il est prévu une journée symbolique dédiée au vivre ensemble. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça ne fait pas du déjà-vu aussi? Exactement. La question n'est pas... La démarche n'est pas nouvelle. Elle a seulement le mérite de concrétiser ce qui a été promis et ce à quoi les Burkinabés s'attendent. Maintenant, quelle est la forme? Si c'est dans cette forme, ce n'est pas nouveau. Si c'est dans cette forme, il est légitime de se poser la question de l'efficacité. Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois sera la bonne? Que ce soit une date commémorative, que ce soit le rassemblement des forces vives, l'adoption de textes, on est à même de dire aujourd'hui que la procédure ne garantit pas l'efficacité parce que par le passé, cela a abouti au fur et à mesure à une insurrection. Donc moi, je pense qu'il faudra garder la sérénité pour analyser la question. Il y a deux préoccupations. Celle de la réconciliation, parce que par moment des fils ont été cassés, ce qu'on peut mettre ensemble, qu'on le mette ensemble. Ça va passer par un processus de vérité, de réconciliation certainement, de justice, ainsi de suite, et même de pardon mutuel. Mais une chose qui dépasse ces facteurs-là, c'est la question de la cohésion. La cohésion ne peut pas se décréter. C'est l'ensemble de chaque instant qui sera impulsé, la manière de voir le pays ensemble, le vécu quotidien, qui va installer un sentiment national. Vous vous rendrez compte que Ça commence peut-être déjà par l'instant T, par les discours. Ah non, vous savez qu'à chaque fois, faisant déjà l'amalgame entre réconciliation et cohésion, on revient à un état antérieur de nos ancêtres qui vivaient ensemble. S'ils vivaient ensemble, on n'aurait pas cette carte ethnique du Burkina. Il y a eu, comme dans tous les peuples du monde, heureusement d'ailleurs c'est une règle de tous les peuples du monde, il y a eu des confrontations, des guerres, des occupations, des replis, ainsi de suite. C'est la dynamique naturelle des sociétés humaines. Maintenant, que ce soit ça qu'on veut appeler réconciliation, ça pose problème. Ils ont trouvé un modus vivendi. Les forts, les faibles, et les forts d'aujourd'hui ont été après les plus forts, ainsi de suite, vice-versa. Je ne pense pas... Pour moi, l'essentiel, le plus important, il est essentiel qu'on clarifie le débat. Qu'est-ce qui est du ressort de la réconciliation? Ce sont des points actés où il y a eu des chocs, des ruptures, des violences, ainsi de suite. Il faut chercher à réparer au mieux et au plus tôt et permettre d'évacuer notre histoire de ces lourdeurs. Mais après, c'est un projet de société. Et le projet de société ne peut pas se décréter, quelle que soit l'instance, quel que soit le forum. Et ça, il faut avoir la lucidité de... Ce que je veux dire, est-ce que tout cela peut se faire pendant qu'en même temps, on continue d'avoir une certaine pratique de la politique ou du vivre ensemble, fait de haine, de discours haineux par exemple, ou de discours va-t-en-guerre? C'est aussi cela. Ça commence déjà par les petits gestes, pour commencer. Non, il faut décrire vraiment avec précision de ce qui est de ce ressort-là. Le discours haineux repose sur quoi? S'il s'agit d'une intime conviction d'une ethnie par rapport à une autre, vous savez très bien que ce n'est pas un décret ou un forum. Au-delà des questions d'ethnie, au-delà du tout, dans la société burkinabé aujourd'hui, on voit que de plus en plus, le discours n'est plus à l'apaisement. Bon, il faut le restituer. Personnellement, j'aurais voulu qu'on le gère cas par cas. Il y a des événements qui relèvent des excès, de l'injustice, d'une mauvaise vision. Oui, ces choses-là, il faut les régler, il faut le reverser au dossier de la réconciliation. Et il y a déjà des structures qui y travaillent. Il serait difficile de trouver d'autres cas de réconciliation qui ne figurent pas
dans le registre du H-Crown, du médiateur ou des autres structures dédiées à cela. Tout ce qui est du volet de la réconciliation, pour moi, c'est assez documenté, c'est assez précis. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une meilleure gouvernance de ces dossiers-là, qu'on accélère. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur des faits majeurs qu'on pourrait intégrer dans justement cette notion de réconciliation nationale, par exemple? Si tel est que, parce que pour certains, il n'y a pas de matière, donc il faut bien quand même qu'on mette du contenu. Non, le contenu est connu. C'est partout où il y a eu disharmonie, où on ne pouvait plus vivre ensemble, où il y a eu une fracture, où il y a eu blessure. Ces choses-là, je dis, encore une fois, sont documentées. Le cas Norbert Zongo, le cas Thomas Sankara, le dossier de l'insurrection, des victimes, et un ensemble de victimes silencieuses, du fait de la justice, de l'administration, du voisinage, des communautés. Ces choses-là sont documentées. Mais on ne peut pas théoriser sur un hypothétique état idéal où tout le monde serait ensemble. À la limite, même dans le milieu politique, si vous les castrez de toute contradiction, de toute véhémence dans le discours, il y a quelque chose en moins. Le fait de s'opposer de manière virulente n'est pas une violence. C'est à quel point chaque parti tient à sa position. Vous figurez-vous bien qu'on parle de réconciliation aussi concernant les États-Unis? C'est pas toujours perçu de la même façon. Ce n'est qu'on est dans l'action politique, qu'on est responsable, que par sa base. Oui, en fait, pour moi... C'est là qu'on pense aussi qu'il faut travailler sur le ton du discours. C'est très important. Oui, ça va avec. Mais je veux dire que ce n'est pas dans le discours uniquement politique et policé qu'on atteindra des résultats. Encore une fois, j'en appelle à la lucidité sur les dossiers. Il y a des dossiers qui sont de ressort de la réconciliation. Et là, ce qu'on attend, ce n'est pas qu'on les ressasse, qu'on trouve des solutions enfin. C'est enfin des résultats, des solutions pour ces D'où la case justice. Exactement. Que ce soit n'importe laquelle des justices, en tout cas, qu'on trouve une solution. Maintenant, l'autre volet, et le plus important, n'est pas du ressort de la réconciliation. C'est du ressort de l'édification d'une nation. Et si on se trompe pour dire pourquoi telle ethnie et telle autre, il semble avoir des discussions et que c'est au cours d'un forum qu'on va le régler, bien entendu, on sait très bien qu'on se flatte. Ça ne va pas se décider au cours de décrets. Le forum peut-être donne les grandes lignes d'actes à mener dans le long terme, justement, pour en arriver justement à cela. D'abord, moi, je pense que le discours fonde la volonté politique. Et quand on regarde les années passées, ou les tentatives de réconciliation passées, notamment sous le régime Compaoré, ce qui semble avoir manqué aux tentatives qui ont eu lieu, on peut en retenir à peu près 3, c'est justement cette volonté politique qui était inscrite dans un moment où la configuration donnait l'avantage, un avantage indiscutable à une des forces en présence, qui considérait donc toutes ces questions de réconciliation comme un amoindrissement de son pouvoir ou de sa surface d'action. Donc, à chaque fois, il essayait, cette force-là, elle essayait, disons, de faire une réconciliation, mais de façade, qui n'atteignent pas la profondeur des questions, de sorte qu'elles ne perdent pas la maîtrise des situations. Aujourd'hui, on a l'avantage qu'un certain vécu peut permettre de prendre du recul et se dire, finalement, tout le monde constate qu'il y a des problèmes dans la structuration du pays, dans son organisation, dans sa configuration sociale. Et comme il a dit, le professeur Kizerbo indiquait que l'État lui-même avait des problèmes de conception. Et je fais partie de ceux qui pensent cela également, parce que pour savoir ce que c'est que l'État, de son origine, et ses évolutions jusqu'au déploiement de ses actions, je regarde notre contexte, il y a énormément d'insuffisances, de fragilités qui donnent donc le résultat aujourd'hui de ces différents dysfonctionnements
dont le moindre, c'est l'incivisme même. Donc, on a suffisamment de raisons, d'indicateurs qui montrent qu'il y a matière à réfléchir et à corriger certains facteurs qui donnent donc un résultat négatif. Je suis obligé d'aller jusqu'à ces niveaux-là, du fonctionnement de la société et de l'État. Donc, le discours, il fonde la volonté politique. Et là, on a les éléments. Du discours de campagne aux premières déclarations du président élu, aujourd'hui, au discours de politique générale, on a suffisamment d'éléments qui créent ce qu'on appelle la volonté politique. À partir d'elle, un ensemble de mécanismes vont être mis en œuvre, et c'est là qu'on a écouté avec intérêt ce que le Premier ministre a dit. L'objectif, le pacte de solidarité, et le pacte républicain et social, à travers un forum et une journée du vivre ensemble, ce sont des éléments comme ça qui vont permettre de mettre en musique, en réalité, des éléments qui existent déjà. On a déjà parlé ici de la stratégie de sécurité, qui comporte des éléments apparemment sur, parce que je ne l'ai pas encore parcouru, des éléments sur la configuration de l'État, la configuration des mécanismes de l'État vis-à-vis donc des grandes questions de la société, la stigmatisation, les injustices, les inégalités. Comment est-ce que ces aspects sont traités pour que des portions, des composantes de la société burkinabé ne se sentent pas exclues et n'envisagent pas d'autres formes d'action. Parce que c'est ça qu'on a vécu ces 5 dernières années. On considère qu'il y a des groupes qui ne se reconnaissent pas dans l'État, dans le vécu, et qu'ils ont emprunté d'autres voies, et le traitement a donné encore plus de difficultés. Pour moi, jusqu'à présent, nous sommes encore dans les bonnes cordes. Il reste à vérifier, comme je l'ai dit, si le processus de mise en œuvre des mécanismes qui ont été déclinés respecte l'esprit qui est recherché au final. Parce qu'on ne peut pas vouloir un objectif et pendant qu'on avance, on pose des actes qui sont contraires à l'objectif lui-même. Sans cela, je dis justement, tout est désormais, c'est un état d'esprit. Oui. Quand on imprime, on a une vision. Exactement. Par rapport à ces questions. Ça combat déjà par nos actes quotidiens, comment on se comporte. Est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec l'objectif recherché? Sans cela, je dis déjà que tout commence déjà par notre discours et nos comportements au quotidien. Oui, mais qui donne le temps? On ne va pas suspendre notre vie de tous les jours. Personnellement, en fait, le débat est assez précis. C'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Donc, on n'a pas besoin du forum pour pouvoir impulser cela. C'est un acte. Ça ressemble un peu à un acte fondateur. On se dit, c'est vrai qu'on a commencé, mais arrêtons-nous une fois pour dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons faire, et puis on construit l'État à partir de cela. On fait les fondations. C'est peut-être ce que le forum va... L'arrêt, c'est le forum, peut-être. Alors, c'est justement ça qui est gênant. Qu'on continue de voir des peut-être. Depuis les campagnes, tous les partis confondus n'avaient pas un contenu bien précis. Et ça évolue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que maintenant, ce n'est pas assez clair l'approche, justement? On a parlé de ces concertations jusqu'au forum qui va aboutir à l'adoption d'une stratégie qui pourrait décliner, justement... Alors, donc, vous permettrez peut-être que je lise un extrait du discours du président du Faso, qui est le concepteur ou le commanditaire de cette réconciliation. Il dit, la réconciliation nationale que j'appelle de tous mes voeux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité, de la défense de l'intérêt national que nous léguerons à la postérité. Vous voyez bien que ça va nettement au-delà. Et il dit plus tard qu'il s'agit d'un changement de mentalité. Mais c'est de ça on parle et ça commence... Mais ce que je veux dire... On n'attendra pas un forum justement pour commencer ça. Exactement. En fait, c'est ce de ça de quoi je parle. On comprendra que ça va être difficile de commencer sans rassurer à travers un forum, à travers d'autres choses, mais l'ambition dépasse nettement le cadre d'une réconciliation. Regardons encore une fois d'une manière sans émotion. Il y a une partie de tout ce qu'on appelle réconciliation qui est effectivement du fait de la réconciliation. C'est listé, c'est documenté, c'est indexé. Il faut les résoudre. La seule chose à laquelle on peut s'attendre à ce niveau, le seul appel, c'est d'accélérer le processus parce que c'est un boulet pour notre développement.
Et il faut fermer cette parenthèse. Les autres choses ont commencé avant nous et ne vont même pas s'arrêter avec nous. Comme le président le disait, c'est pour léguer à la postérité un État, une nation en fait. Et il faut se mettre donc dans une logique de ce type-là. Quand on parle de la culture américaine, vous ne voyez pas un magasin ou bien une politique, un forum pour pouvoir arrêter ces choses-là. Ils ont eu un acte fondateur à un moment, tout comme pour la Révolution française. Ce serait dommage que ce soit plus de 60 ans après que nous fassions notre acte fondateur pour dire « Ah, on s'est trompé sur plein de choses. À partir d'aujourd'hui, on met les compteurs à zéro. Voici la direction. » Mais ce serait déjà ça. Mais ce que je voudrais dire en toute lucidité, la réconciliation n'est pas la cohésion sociale. Tout à fait. Et il faut les distinguer et être efficace. Pour ce qui est de la cohésion sociale... C'est pour ça l'intitulé justement, c'est réconciliation nationale et cohésion sociale. Tout à fait. Et ça, c'est bien vu. D'accord. Alors justement, à ce titre, puisqu'on parlait des dossiers emblématiques à vider, et le Premier ministre justement le dit, la justice est le pilier fondamental de l'état de droit et de la construction durable d'une société de paix. Et pour cela, il dit que son gouvernement va poursuivre son appui aux juridictions pour leur donner les capacités de vider les dossiers, notamment ceux emblématiques qui continuent de ternir l'image de notre justice. Bon, il y a l'une des valeurs qu'on ne donne pas, ce qui n'est pas en termes de matériel, c'est en termes de disposition d'esprit. Voilà, il faudra aussi que la confiance soit rétablie ou soit acquise ou conquise entre les populations et l'appareil judiciaire. Et ça remonte à l'individu, peut-être aussi à la vision au plus haut niveau en termes de politique, mais ça remonte. C'est nous tous qui devrons nous mettre déjà dans cet état d'esprit pour ramener cette confiance, c'est-à-dire le juge individuellement doit pouvoir effectivement s'inscrire désormais dans cette façon de voir les choses. De ce qu'il semble, actuellement, ils ont les mains libres. Ce n'est pas pour autant que la population a amélioré son regard vis-à-vis du système judiciaire ou des acteurs de la justice. Je pense qu'il y a un travail à faire. Peut-être qu'ils sont eux-mêmes surpris d'autant de pouvoir ou de liberté qu'ils ont, qu'il faudra peut-être de plus en plus rentrer dans ce rôle-là, que la nation attend énormément d'eux, et que l'intime conviction du juge soit vraiment l'idéal en fait attendu par les justiciables. En tout cas, le Premier ministre, justement, dit qu'il va entreprendre les réformes utiles pour accélérer l'opérationnalisation du pacte pour le renouveau de la justice qui a été adopté en 2015, parce que justement, au niveau des acteurs judiciaires, on revient permanemment sur ce pacte de renouveau de la justice qui devrait permettre justement d'aller vers cette justice plus performante, plus accessible et plus indépendante, justement. Alors, autre sujet justement qui a été développé par le Premier ministre, c'est bien sûr la question du foncier. Sur le foncier justement, le Premier ministre a annoncé aussi un certain nombre d'actes à poser justement pour revenir, pour permettre à ce secteur-là ou pour permettre de désamorcer la bombe. Écoutons le Premier ministre. La problématique de l'accès à la terre et de sa gestion est une menace à la paix et à la cohésion sociale, aussi bien dans les centres urbains, dans leur agglomération qu'en milieu rural. Les ministres en charge du foncier vont engager la relecture de la réforme agraire et foncière et harmoniser les textes régissant le foncier urbain et rural. Ils prendront les mesures conservatoires nécessaires à l'évaluation des activités de promotion immobilière afin de s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur et d'en tirer toutes les conséquences. En plus, des réformes du cadre législatif et réglementaire et institutionnel du foncier, le ministre en charge de l'habitat consolidera les acquis du programme des 40 000 logements sociaux et économiques. Il initiera la réflexion pour la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement à long terme de l'offre et de la demande de logement. Mon gouvernement entend également créer un fonds national pour le financement de la planification et de l'aménagement urbain. Il définira le modèle économique président à la mise en œuvre des investissements dans les villes moyennes
à l'occasion de la célébration tournante du 11 décembre. Oui, Chaka Koulibaly, relecture de la réforme agraire et foncière. Il le faut, non? Oui, je pense que c'est un sujet qui traîne aussi et qui fait partie de toutes ces limites qu'on a évoquées tantôt et qui font que l'État fonctionne mal et surtout la société a mal. Et il faut les adresser. Contrairement à ce que beaucoup pensent, pour moi, les mécanismes de réconciliation et de cohésion sociale qui sont annoncés devront couvrir tout ce qui, à mon avis, constitue des fragilités, des pathologies, des pesanteurs qui empêchent le bon fonctionnement de la société et de l'État. Et qui créent des injustices et des inégalités. Voilà. Et qui génèrent les injustices et les inégalités. Il faut les identifier aussi exhaustivement que possible et leur proposer des mécanismes de solutionnement. Et le forum, en fait, qui va être convié, a une fonction politique fondatrice. C'est exactement comparable à une constituante, ce qu'on appelle une assemblée constituante, ou un référendum. Et ces éléments peuvent d'ailleurs être proposés par le forum, qui sera l'acte politique par lequel les différentes composantes participantes adopteront cette vision qui se décline en actions spécifiques. C'est-à-dire que le forum, il y a une dimension préalable qui va identifier les problèmes, qui va proposer des solutions, en allant jusqu'au détail, même s'il y a des décrets à proposer, le pré-dialogue va les proposer. Le forum servira d'action et de moment politique pour valider cela ou ne pas accepter ceci, faire le tri, et à un moment où on a l'essentiel, on fait la validation, et à partir de là, on met en place des mécanismes pour la mise en œuvre des différentes solutions proposées. Pour moi, les choses se présentent assez clairement, et c'est à ce niveau-là que les questions foncières, par exemple, qui font partie des éléments qui créent les souffrances aujourd'hui, à la fois dans le régime foncier qui existe et qui pose problème avec les sociétés telles qu'on les a trouvées avant la création de l'État. Aujourd'hui, il y a toujours ces problèmes de la juxtaposition entre la conception traditionnelle du foncier et celle de l'État. Pour l'Africain, la terre n'appartient pas à un individu. La terre ne se vend pas. La terre ne s'approprie pas. On utilise la terre pour en tirer sa vie quotidienne, etc. Et après son décès, on la lègue à ceux qui restent. Et pourtant, avec la valorisation monétaire qui existe aujourd'hui, la terre est devenue un bien, une donnée capitalistique, si bien que... source de crise pose un problème de cohésion sociale. D'autres enjeux se sont développés autour de la terre. Et il faut régler cet ajustement entre la conception que nous avons de la terre et son régime juridique. Idriss, il y a aussi cette question importante qui revient dans le débat, c'est la promotion immobilière. Et là, le Premier ministre dit que des mesures conservatoires nécessaires justement à l'évaluation des activités de promotion immobilière seront prises afin de s'assurer leur conformité avec la réglementation en vigueur et d'en tirer les conséquences. Oui. Ça permet il est bien placé pour nous. Il nous transmet en fait que la situation est grave. Si c'est des mesures conservatoires qu'on voudrait prendre, on veut sauver déjà l'essentiel avant de prendre un autre acte. Ça veut dire que dans ce cadre-là, il ne serait pas étonnant que même demain ou la semaine prochaine, une décision soit prise pour suspendre ou arrêter toutes ces choses-là de sorte que les dégâts ne continuent. Je pense que c'est salutaire. Comme je dis, les discours, les programmes, les projets les plus intéressants ont été déjà émis. Le plus important, c'est comment on gouverne aujourd'hui. C'est la gouvernance qui doit changer. Les mesures conservatoires font partie justement de ce que, face à une situation pleine d'inconvénients, on réagisse. Moi, ce serait bien de le faire, mais Siaka signalait que le rapport de la tradition à la modernité, à l'état moderne par rapport aux terres, il y a comme des frictions en fait, mais ça va au-delà et ça rejoint la question de la justice plus haut. On ne peut pas aller dans notre contexte avec le postulat que nul n'est censé ignorer la loi. Cette loi, cette compréhension de l'État
nous sont quand même importés. Nous sommes obligés de faire une mise à niveau de toutes les populations, de toutes les mentalités dans les différents rapports avec l'État, et y compris dans le compartiment du foncier. Donc, il y a une nécessité, effectivement, de faire partager, que ça passe par un forum, pour que dans notre nouvel acte fondateur, on dise une fois pour toutes, le rapport qu'il y a entre les populations traditionnellement propriétaires et leurs terres, dans un État moderne, ce que ça doit être. Bref, il faudra effectivement, mais ce serait important de le faire, hein, de clarifier. Est-ce qu'il s'agit d'une démarche pour un acte fondateur à partir duquel les gens se libèrent pour dessiner quelque chose? Ça va, encore une fois, nettement au-delà de la réconciliation. Tout à fait. Et je pense que la relecture de la réforme agraire et foncière s'inscrit justement dans cet acte fondateur. Peut-être qu'on veut poser pour définitivement régler cette question, parce qu'il y a eu aussi d'autres relectures par le passé, mais apparemment, le problème n'est toujours pas résolu. Hein. Le gouvernement qui parle aussi de créer un fonds national pour le financement de la planification et de l'aménagement urbain. Ça va permettre de redéfinir le modèle économique président à la mise en œuvre des investissements dans les villes moyennes à l'occasion justement de la célébration tournante du 11 décembre. Oui, à la limite, quand vous vous intéressez aux mairies ou aux collectivités territoriales, ce qui vous saute aux yeux tout de suite et maintenant, c'est l'absence d'un schéma directeur. Vous êtes obligé, il y a même le plan d'occupation des sols. Il y a plusieurs étapes. Mais c'est extraordinaire que chaque maire soit laissé à lui-même, comme si on commençait l'État, comme si une commune quelconque se donne la liberté de définir l'orientation qu'elle peut donner à son territoire. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Au stade où on en est vraiment, si on veut consolider un État une nation, il y a des questions qui doivent être évacuées, traitées, gérées, décidées par l'ensemble des Burkinabés. Il y a des questions de terre qui ne doivent plus se soulever. Donc effectivement, la planification, l'orientation politique de notre politique de terroir, de territoire, c'est extraordinairement urgent de le faire. De sorte que n'importe lequel des maires soit déjà en train de travailler pour réaliser un projet commun. Ce n'est pas parce qu'on a 700 km² au nord, au sud ou ailleurs qu'on a une liberté relative. Non. Tous les Burkinabés ont droit de regard sur ce qui est en train de se faire dans ce sens-là. Donc la planification aidera. Et je voudrais dire qu'il serait bon d'innover dans l'occupation des terres. Toutes nos villes ont pratiquement les mêmes configurations. On n'a pas de grande place à la limite. Il faut permettre ce développement, d'accélérer ce développement. C'est vrai qu'on a peur des partenariats PPP, mais je me dis que la manière la plus accélérée de développer une ville, c'est peut-être sur 100 mètres, de gauche à droite, avoir une entrée urbaine déjà, de sorte que les gens soient à l'aise et pas forcément qu'on fasse des parcelles qu'on confie à des gens qui, bon an, mal an, le réaliseront en 30 ans. Voilà, il faut une volonté commune, encadrée par l'État. Encadrée par l'État, il faut de l'audace à ce niveau. Et on fait la transition à Siaka pour parler de réforme de l'administration territoriale, justement. C'est un lien avec justement la question des terres. À ce niveau, le chef du gouvernement dit qu'un projet de redécoupage du territoire national devant assurer un meilleur maillage sécuritaire et un meilleur développement socio-économique à la base, justement, sera soumis incessamment à l'appréciation donc de l'Assemblée nationale. Justement, il parle d'un projet de loi de programmation de l'administration du territoire qui, une fois adopté, pourront permettre donc de planifier sur plusieurs années les dépenses de l'État en vue de renforcer, réhabiliter et dynamiser efficacement les circonscriptions administratives. Oui, il faut attendre de voir le contenu de la loi pour se demander, pour savoir, disons, si c'est un instrument de gestion financière ou un instrument de gestion de l'administration du territoire. Parce que je me demande, est-ce qu'un chamboulement total de la configuration actuelle est nécessaire,
ou bien, comme l'a dit le chef de l'État pendant la campagne, la région de l'Est, qui pose problème de par sa taille, devrait être revue à un certain nombre de régions plus petites et plus faciles à maîtriser du point de vue sécuritaire. Mais au-delà de ça, est-ce que l'ensemble du pays a besoin d'être remodelé? Ça, c'est une autre question, mais il faudrait attendre le contenu de la loi pour le savoir. Ceci dit, je peux revenir rapidement sur la question du fonds qui a été proposé, qui peut expliquer pourquoi, si on prend le cas spécifique de la ville de Ouagadougou, des grandes actions n'ont pas été engagées les 5 années passées. C'est très certainement peut-être un problème de moyens qui justifie qu'on puisse créer un fonds et avancer sur ce terrain-là. Il y a des actes que je pensais assez simples à réaliser, comme par exemple la question de la circulation, les voies à sens unique, etc. Mais on n'a pas vu un début même de solution à cela, ne serait-ce que de la conception d'un plan dans ce sens-là. Peut-être que ce fonds va permettre de prendre en charge ces questions-là. C'est vrai que pour Ouagadougou, il y a ce qui est à venir, mais il y a déjà un travail de rattrapage à faire. Ouagadougou a déjà un gros problème, parce que démographiquement, la ville commune a atteint ses limites administratives. Aujourd'hui, Ouagadougou, disons, utilise les territoires des autres communes adjacentes, Saba, Koubri, Saponé, pour loger des populations qui viennent travailler à l'intérieur de la ville. Donc tout ça, ce sont des aspects qui peuvent être pris en compte et gérés, à la fois par le fonds qui est prévu, mais aussi par le plan qui est annoncé de réforme de l'administration territoriale. Toujours pour l'administration territoriale, il est question de favoriser une complémentarité dynamique entre les processus de décentralisation et de déconcentration de notre administration publique. Et puis, dans cette optique, justement, le gouvernement va présenter très prochainement un projet de nouveau code général des collectivités territoriales, avec en tout cas des ambitions de clarifier les compétences ainsi que les ressources à transférer aux régions et aux communes, clarifier le statut des départements et des villages afin de préciser et renforcer leur rôle dans le développement local, et puis réformer les communes à statut particulier pour donner plus de responsabilités aux arrondissements. Oui. Il faut le reconnaître, c'est un courage que le gouvernement, le Premier ministre prend à s'attaquer à des choses réelles qui plombent en fait notre développement. Au détour de quelques textes, il y a eu par moments un malin plaisir à freiner des choses indûment. Personnellement, je pense que c'est des problèmes réels, cruciaux, auxquels il faut s'attaquer. Et je pense qu'on pouvait lire ces grandes ambitions dans la gouvernance là, avec la présence du ministre Clément Savadogo à ce poste-là. Il est rompu, à la limite on aurait dit que c'est un ministère fait pour lui. Voilà, je pense qu'ils ont apporté quelqu'un de solide pour pouvoir prendre le taureau par ses cornes. Mais effectivement, il n'y a rien à redire là-dessus, ce sont des questions importantes, essentielles et pour lesquelles on attend des solutions, encore une fois, actives, quoi. C'est ça. Tout est dans l'action, Siaka Koulibaly, mais vous avez toujours eu un problème avec ces rapports décentralisation, déconcentration. Oui, énormément. Et j'attends de voir la proposition du gouvernement, parce que pour moi, la déconcentration est un mouvement contraire de la décentralisation. Et dès lors que la décentralisation ne fonctionne pas, cela veut dire que la déconcentration occupe toujours trop d'espace. Il va falloir trouver le juste. Le gouvernement veut justement une complémentarité dynamique. Oui, c'est une question de proportion. Quelle est la proportion de déconcentration? Quelle est la proportion de décentralisation? Et ça, il va falloir l'ajuster. Et la relecture du Code général des collectivités, j'y adhère, sauf que je mets donc les réserves sur les dimensions de concentration qu'il faudra réduire, à mon sens, au minimum. Quand vous regardez aujourd'hui, la plupart des grands problèmes que connaît le pays peuvent être résolus par cette décentralisation-là. Si on donnait aux communes et aux collectivités en général, y compris les régions, la possibilité d'initier une action publique locale qui tienne compte et qui est faite par les acteurs locaux, on aurait eu beaucoup moins de problèmes
que quand cette action est conduite à partir du centre. Le problème reste l'éternel problème de transfert des ressources. Oui, c'est déjà défini dans le Code général des collectivités territoriales. Depuis 2004, c'est adopté. Le problème, c'est qu'à partir de cette date de 2004, jusqu'à 2014, où la dernière réforme des transferts a été opérée, on a réalisé qu'en réalité, les transferts sont insuffisants, non seulement dans les textes, mais dans la mise en œuvre même, il y a problème. Le gouvernement a fait état donc d'autour de 4% des transferts des ressources vers les collectivités, alors qu'aujourd'hui, on devrait se retrouver à autour de 70 à 80%. Pour que l'action collective de la collectivité et la gouvernance locale permettent de résoudre les problèmes au niveau local là-bas. C'est parce qu'on attend toujours de Ouagadougou une décision de construire une route dans une localité éloignée, et de construire une école, etc., que les problèmes se posent. Quand on doit encore amener les manuels scolaires à partir du ministère jusqu'à ce que ça arrive aux communes, c'est bien sûr un problème. Donc il faut faire en sorte que la commune soit en mesure de planifier. Et pourtant, il y a les plans communaux de développement qui... Les plans communaux existent, mais ils ne peuvent pas être mis en action tant que le mécanisme du transfert n'est pas effectif. C'est ça. C'est à ce niveau que se trouve D'accord. le blocage. On va terminer rapidement avec quelque chose qui a retenu mon attention aussi, Idriss, c'est la question de la jeunesse et de tout emploi. Et le gouvernement qui dit qu'il va rationaliser les fonds existants au ministère en charge de la jeunesse par la création d'un fonds unique de promotion de l'emploi des jeunes assorti de plusieurs guichets. Et dans le même temps, il relèvera les montants de financement des projets porteurs. C'est vrai qu'il y a une multitude de fonds de financement de l'auto-emploi des jeunes et des femmes, mais à la fin, l'efficacité, on ne voit pas. Bon, il faut relativiser quand même le jugement. Il y a quand même des résultats, mais il y a un taux d'insatisfaction qui subsiste quand même. Donc je pense que c'est une bonne chose de regrouper le tout peut-être. Mais il faut... Le problème à plusieurs niveaux, je pense. La notion de la jeunesse, il faut voir. En fait, il faut pouvoir appuyer les leviers, les principaux leviers. Et donc, la question de la jeunesse, il va falloir relativiser. Est-ce que la notion d'âge pour souscrire à ces guichets-là sera important ou pas? De toutes les manières, la jeunesse en ville n'a pas forcément les mêmes besoins que la jeunesse En milieu rural. Je me rappelle que lors d'une réunion, on présentait le président des jeunes qui était carrément barbu et tout blanc, et c'était dans un village. Donc je pense qu'il faut relativiser. Mais il faut saluer cependant le fait d'avoir pris en compte les préoccupations. Il y a quand même beaucoup de critiques sur ces fonds-là. La gestion des fonds. Hein. Voilà, c'était lié un peu à des actions politiques par moments, populistes. Justement, d'où le fait qu'on ne finance pas toujours les projets porteurs, impactants. On donne des fonds à des jeunes, en vérité, avec des projets où le marché n'existe pas en vérité. Et après, bon, c'est des projets qui meurent au bout d'un an. Voilà, c'est pourquoi il y a des mesures curatives. C'est pour soigner ces choses qui ne vont pas là. Et je pense, en principe, la plupart des problèmes qui sont soulevés, on connaît les solutions. Et les revendications, c'est assez souvent pourquoi on connaît les solutions, on ne les met pas en œuvre. J'espère que cette déclaration, qui est une déclaration de bonnes intentions, va se mettre en œuvre assez facilement. On attend donc de voir très prochainement justement la mise en œuvre de cette politique générale du gouvernement. Merci, messieurs. Idriss Ouedraogo, expert en communication. Merci. Siaka Coulibaly, analyste politique. Merci. Ça sera tout donc pour ce 13h spécial consacré à la déclaration de politique générale du Premier ministre Christophe Dabiré. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur notre chaîne.